Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo, avec comme chaque semaine à mes côtés Aude Mourakini. Oui, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et dans l'actualité cette semaine, eh bien, on va se poser une question. À qui la faute au lendemain de son élimination du premier tour des législatives partielles à Villeneuve-sur-Lot? Le PS cherche des explications. Certains y voient une séquelle de l'affaire Cahuzac, d'autres pointent du doigt la multiplicité des candidatures à gauche. En tout cas, rares sont ceux qui procèdent à une introspection. On en parle depuis des semaines, cette fois c'est fait. Les députés ont examiné le projet de loi sur la transparence de la vie publique. Oui à une déclaration de patrimoine simplement consultable en préfecture. Oui à la publication des déclarations d'intérêt. Plusieurs députés auraient souhaité aller plus loin, sans succès. Enfin, nous célébrerons dans peu de temps le centenaire de la guerre 14-18. Et bien, à cette occasion, sachez que le Sénat a décidé d'ouvrir ses archives. Vous pouvez les consulter sur le site internet du Sénat. Et bien, c'est une première. Et avec nous pour commenter toute cette actualité, Luc Carvounas, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Val-de-Marne, élu depuis octobre 2011. Vous occupez au Parti socialiste le poste stratégique de secrétaire national aux relations extérieures, relations avec les syndicats, avec les partis. Vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste. Mais avant, nous sommes allés demander à quelques sénateurs ce qu'ils pensaient de vous. Regardez. C'est quelqu'un qui est convivial, sérieux et qui sait aller au fond de ses dossiers. C'est un homme de terrain. C'est un bon diplomate aussi pour ce qu'il a... Voilà. De ce côté-là, je crois que c'est un très bon diplomate. Il est sympa comme tout, convivial, souriant, de bonne humeur et on s'amuse bien. Il a des capacités diplomatiques et le sens de l'écoute. Il est très ferme, très dur dans sa vision de rapport de force du Parti socialiste et des partenaires, mais c'est bien légitime, il est là pour ça. Après, il sait trouver les équilibres, il sait respecter la diversité, les sensibilités. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup le sens de l'équilibre. Vous voyez, vous l'avez compris, je suis un de ses amis. Alors Luc Carvounas, on n'a pas eu de chance, on a trouvé que des avis positifs. Généralement, on aime bien avoir de tout, vous nous connaissez. Désolé. On entend les écologistes là qui sont plutôt élogieux. C'est un peu un exploit parce que les écologistes sont rarement élogieux avec leurs partenaires socialistes. Vous avez ce sens comme ça de la rondeur avec eux. Et en quoi consiste exactement votre job ? Mon job que m'a confié Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste, s'inscrit dans le droit fil de ce qu'ont fait mes prédécesseurs, et je pense notamment à Claude Barthelone, qui avait en son temps occupé ces fonctions. C'est d'être un intermédiaire quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal, de se dire les choses avec mes homologues des autres partis, et puis d'accompagner la direction nationale, mais pas seul, avec mes amis Alain Fontanel, Christophe Borgel, pour la préparation des élections évidemment municipales prochaines. Diplomatique, on entend. Ça veut dire quoi, diplomatique? Vous savez mettre un petit peu d'eau dans votre vin ou quand on fait de la politique, il faut, j'espère, avoir un peu de sens de la diplomatie. Sinon, comme on dit, il faut changer de métier. Maintenant, moi, j'ai un logiciel qui a toujours été de fonctionner dans les additions plutôt que dans les soustractions. Donc, fort de ce logiciel-là, j'essaye à la place qui est la mienne de rassembler, de mettre autour d'une table, de se dire clairement. Moi, je suis d'une génération qui dit les choses avec vérité. On ne tourne pas autour du pot. Vaut mieux appeler un chat, un chien, un chien. Au moins, ça a le mérite de savoir d'où on part. Est-ce qu'on veut chercher ensemble ou pas? Trouver le chemin commun. Voilà, c'est ce que j'essaye. Ces relations avec vos alliés ou aussi vous allez aussi essayer d'amadouer les parlementaires UMP ou comment ça se passe? Alors, ma fonction au sein du Parti Socialiste est de discuter avec les partis de gauche. D'accord. N'imaginez pas autre chose, et encore moins avec le MoDem. Voilà, vous voyez, je vous dis que je mets les pieds dans le plat. Là n'est pas l'intérêt et le rôle du Parti Socialiste. Pour le reste, je discute avec mes collègues de l'opposition sénatoriale dans l'hémicycle, dans les couloirs du Sénat. Mais ça fait partie de la courtoisie et du job du mandat de parlementaire. C'est la courtoisie républicaine. Et puis, c'est aussi important de parler entre la majorité et l'opposition dans l'hémicycle, mais pas seulement. D'un mot, Luc Carvounas, sans langue de bois, vous êtes très proche de Manuel Valls, on le sait. Il est très haut dans les sondages. Est-ce que ça facilite un petit peu le rapport avec les autres en ce moment ou pas? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je sais par contre qu'il y a quelques années où on disait de Manuel Valls qu'il était en dehors des clous, pas dans le Parti Socialiste, un peu trop. Il est un peu à la mode. Je ne sais pas s'il est à la mode, mais en tous les cas, c'est un ministre qui prouve que l'on peut réussir la politique du gouvernement et celle voulue par le président de la République. Mais ça vous aide?
Bon, ça facilite peut-être quelques relations, mais maintenant, vous savez, nous, et moi en particulier, je le dis souvent pour avoir été le directeur de sa campagne au moment des primaires citoyennes, je sais d'où nous sommes partis. Nous étions cette petite TPE et aujourd'hui, je suis fier de voir que Manuel Valls réussit comme ministre de l'Intérieur. Je suis heureux de voir les sondages d'opinion qui lui sont très favorables. Vaut mieux avoir ces sondages-là et c'est important pour la ligne gouvernementale. Maintenant, nous ne nous enivrons pas de ces chiffres et en tous les cas, à la place qui est la mienne, à ses côtés, modestement, je m'en enivre pas, mais je la regarde avec beaucoup de satisfaction. Allez, on va dérouler un peu tout le fil de l'actualité de cette semaine. On commence bien sûr par le lundi avec une nouvelle législative perdue pour la gauche. La ville de Villeneuve-sur-Lot était au centre de toutes les attentions ces derniers temps. C'était l'ancien fief de Jérôme Cahuzac. Le candidat PS, lui, n'a pas pu se maintenir au premier tour. Alors, à qui la faute et pourquoi ces dispersions de voix? Réponse, en tout cas, avec Betty Lachguerre. Dans l'ancien fief de Jérôme Cahuzac, la défaite était bel et bien prévisible pour le PS. Son candidat Bernard Barral n'est arrivé qu'en 3e position avec 23,69% des voix. Impact de l'affaire Cahuzac, forte abstention et division de la gauche. La sanction est sans surprise, mais difficile à encaisser pour le Parti socialiste qui demande à faire barrage au FN. C'est un courant politique qui représente les pages les plus sombres de notre histoire. Il faut cesser de le banaliser. N'attendons pas un réveil douloureux. Pour Jean-François Copé, cette défaite est un nouveau désaveu cinglant pour François Hollande et son gouvernement. Il appelle au vote utile et espère que les consignes du PS seront adoptées. J'espère que le Parti socialiste, dans cette affaire, ne s'égarera pas une nouvelle fois. Lui qui est si prompt à demander aux autres ce qu'il ne s'applique pas à lui-même. Ce sera donc un duel UMP-FN au second tour. Arrivé légèrement devant, Jean-Louis Coste sait qu'il devra compter sur les voix de la gauche pour l'emporter au second tour. Dès hier, le candidat UMP a appelé au Front républicain. Jamais le Front national n'a fait des scores aussi élevés. Dans ce territoire, dans cette circonscription, dans cette Aquitaine, qui est un territoire de migration, un territoire d'immigration depuis maintenant plusieurs siècles, d'avoir aujourd'hui un Front national, c'est dramatique. Dramatique et dangereux pour la démocratie, des propos que n'a pas apprécié le Front national, alors que son candidat Étienne Bousquet-Cassagne a réalisé dimanche soir une performance en arrivant second avec plus de 26% des voix. Ils se ridiculisent parce que ça démontre qu'ils ont, eux, un problème avec la démocratie. S'ils n'acceptent pas qu'il y ait en face un candidat patriote, un candidat national, s'ils n'ont pas d'autres arguments de fond à donner aux Français pour essayer de les convaincre, c'est qu'ils sont totalement en panique. Y aura-t-il un 3e député frontiste à l'Assemblée nationale? Réponse ce dimanche. C'est la 8e législative d'affilée perdue pour les socialistes. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en même temps qu'on avait peut-être les uns et les autres oublié ce que faisait l'effet induit de l'élection d'un président socialiste, la vague rose. Hein, on n'avait peut-être pas forcément en tête d'avoir ce résultat-là en juin 2012. On oublie aussi ce qu'est le reflux. C'est-à-dire quand on n'est plus dans le contexte de la gagne du 6 mai et qu'on est dans un rééquilibrage dans des circonscriptions qui étaient très à droite. Là, on est sur une circonscription particulière, celle de Jérôme Cahuzac, mais c'est un reflux qui revient à une sociologie électorale quand on regarde les 7 autres circonscriptions. C'est un retour à la normale, c'est ce que vous expliquez? C'est un retour à la normale électorale dans ces circonscriptions. Sur la circonscription de Jérôme Cahuzac, on est dans un contexte très très différent, où on ne va pas redire ce qui s'est produit. Ça a été un séisme dans l'histoire de la Ve République, des séismes comme ça, et heureusement on n'a pas tant que ça. Et aujourd'hui, on a un électorat et des citoyens totalement désabusés par rapport à un homme qui a menti. Mais maintenant, on le laisse à son affaire personnelle et à la justice. Moi, je ne commenterai pas ça. Et on est dans un contexte électoral compliqué, où l'abstention va être notre pire ennemi face à ce qui peut se produire dimanche prochain. Le Parti socialiste, Harlem Désir et tous les progressistes ont été clairs pour faire un front républicain contre le candidat du Front national. J'espère que dimanche soir prochain, il n'y aura pas un troisième député frontiste. En tous les cas, nous y œuvrons, nous faisons le travail pour que nous puissions mobiliser nos électeurs. On sent pas mal de résistance sur le terrain à voter Il y a UMP, de la résistance, mais il y a aussi
Un contexte où on oublie, parce que Jérôme Cahuzac, il faut lui rendre le fait qu'il avait assis cette circonscription à gauche. C'est mon collègue président de la commission défense, Jean-Louis Carrère, qui nous rappelait il y a quelques jours en bureau du groupe au Sénat que le Lot-et-Garonne, c'est un département assez marqué par une histoire et une extrême droite. C'était il y a pas si loin que ça, il y a une vingtaine d'années déjà, le Front National, mais on l'a oublié, envoyait des conseillers régionaux issus de ce secteur-là, Bontin, professeurs agrégés. Il y a un ancrage d'extrême droite qu'on a peut-être un peu électoralement oublié parce qu'il y a eu un vrai travail de terrain fait par Jérôme Cahuzac qui a assis cette circonscription, mais il y a quand même une réalité politique territoriale. Et notamment cette montée du Front National, que ce soit dans cette région ou une autre, c'est une crainte pour vous en vue des municipales prochaines échéances 2014 ? Bien sûr, c'est une crainte. Et je me souviens qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait été élu président de la République. Que n'avons-on pas entendu qu'il avait siphonné le Front National, que le Front National était mort. Sauf que Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, a mis en œuvre une politique avec les théories de Buisson qui aujourd'hui ont une porosité dans l'UMP telle que la droite républicaine, le curseur de l'électorat de la droite républicaine, est en train de se déplacer. Là aussi... Visiblement, vous n'avez pas fait grand-chose non plus, parce que vous pourriez dire que c'est de la faute de Nicolas Sarkozy, c'est aussi de la faute du Parti Socialiste, si aujourd'hui le Front National en est là, non ? La faute du Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste... Vous n'avez pas combattu forcément le Front National non plus. Le Parti Socialiste a plus que combattu le Front National. Je pense que nous sommes loin d'être ceux qui avons fait grandir le parti de Marine Le Pen. C'est ce que dit l'UMP, en tout cas, vous avez entendu. Oui, vous dites l'inverse. Force est de constater, si on regarde les résultats électoraux des dernières législatives, celle de juin 2012, quand il s'agissait des reports de voix des électeurs du candidat UMP au premier tour vers les candidats du Front National qui se maintenaient au deuxième tour, vous voyez que les passages existent aujourd'hui. Et ne pas le reconnaître, c'est laisser entendre que rien ne se passe. Il faut combattre l'extrême droite. Le Parti Socialiste le fait avec force et vigueur. Alors, pour en revenir à cette défaite locale, ce serait aussi, pour certains socialistes, la faute des écologistes. Ils ont beau être au gouvernement, ils n'auraient pas joué franc jeu en présentant leur propre candidat à la partielle. Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée, parle de faute politique. Il aurait fallu partir unis à la bataille. Voici ce qu'en pensait cette semaine à l'Assemblée François de Rugy, le co-président du Parti écologiste. On est resté toujours fidèle au poste, envers et contre toutes les difficultés, car il y en a beaucoup, des difficultés économiques, sociales, mais aussi des difficultés politiques, et qui ne datent pas de cette élection partielle-là. Il y en avait déjà eu d'autres à d'autres élections partielles. Et puis il y a des tensions aussi parfois organisées, on a l'impression, au sein même du gouvernement. Mais ce que nous disons, c'est que pour réussir, il nous semble que, il faut se remettre en question. On ne peut pas se faire la politique de l'autruche. Et 2, il faut en discuter entre nous. Alors là, c'est du boulot pour vous, puisque vous êtes chargé de mettre du lien entre les partis. Voilà. Il a eu tort, Bruno Le Roux, de parler de faute politique ? Écoutez, Bruno Le Roux, président du groupe à l'Assemblée nationale, a donné son opinion et son analyse de ce qui a été un séisme. C'est un peu la politique du bouc émissaire, ça ? On allait dire que ce sont les autres qui sont responsables ? Non, d'abord, je ne pense pas qu'on cherche un bouc émissaire. Surtout quand je disais tout à l'heure, je cherche à rassembler, c'est pas pour dire maintenant que c'est la faute des uns et des autres. Force est quand même de constater ce que nous avons tous regretté, les socialistes. Harlem Désir, Bruno Le Roux, moi-même, c'est qu'on n'ait pas réussi à se rassembler. Ça, vous le savez depuis longtemps. Je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse électorale sur cette circonscription de la part de mes amis d'Europe Écologie Les Verts. Vous faites 2,8%, c'est pas ça qui aurait changé la donne. Je pense qu'ils ont quand même fait une erreur d'analyse. Pourquoi ? Parce que dans l'Oise, à la législative partielle, nous nous sommes rassemblés. Parce qu'ils avaient reconnu qu'il y avait un danger Front National. Ils ont fait une appréciation de considérer qu'il n'y avait pas de danger Front National sur cette élection partielle et donc ils sont partis en campagne. Je pense que cette erreur d'appréciation a fait une dispersion de nos forces et que l'élan n'était pas là pour donner la gagne à un candidat de gauche. Statistiquement, ça n'aurait pas changé les choses et le Parti Socialiste n'aurait pas été, le candidat socialiste n'aurait pas été au deuxième tour. On commande des résultats d'un dimanche soir. Moi, je vous parle de l'élan d'une campagne qui aurait été tout autre. La dynamique aurait été différente. Oui. Pour la suite, ça donne quoi avec les municipales, là encore ? C'est un peu la même question que tout à l'heure, mais ça rejoint avec les Verts, qu'est-ce que vous faites ? Pour les municipales, nous travaillons, que ce soit avec le Front de gauche, tendance Parti communiste, puisque ce sont eux les concernés, c'est eux qui ont des villes et des élus locaux, et avec Europe Écologie Les Verts, mais aussi avec le MUP. Donc ça ne se reproduira pas, c'est ça que vous dites ? Nous travaillons au rassemblement de toutes les forces de gauche dès le premier tour, déjà dans les villes dirigées par un maire ou une maire de gauche.
sortants et qui souhaitent repartir, et dans des bastions de droite que nous pourrions faire basculer dans nos échanges qui sont les nôtres, c'est de regarder qui, chez nous, est le plus à même d'être le chef de file, comme on dit au Parlement, pour emmener une équipe rassemblée pour conquérir de nouveaux territoires à gauche. Ça, c'est de la diplomatie. Allez, on passe au mardi. Les députés votent la transparence, en tout cas, presque. Les députés examinent effectivement cette semaine un texte qui les concerne au plus haut point, la transparence de la vie publique. En ce mardi, ils votent la consultation de leur patrimoine en préfecture et non la publication comme le voulait le gouvernement. Et ils s'attaquent également au volet des conflits d'intérêts. Explication de Johan Rolla. Des échanges plus longs et souvent plus vifs que prévu. Si l'adoption des 2 premiers articles de la loi est désormais officielle, certains amendements, pourtant défendus par des députés de la majorité, ont définitivement été repoussés dans l'hémicycle, à commencer par celui d'Olivier Faure, en faveur de la publicité de l'évolution des patrimoines des députés durant leur mandat. Il y a une partie du patrimoine qui relève de la vie d'avant, celle qu'on avait avant d'être élu. Et puis, il y a ensuite la part du patrimoine qui est son accroissement pendant le mandat et qui relève là de la transparence que nous devons à nos concitoyens. Le sujet le plus houleux de la soirée, comment concilier le rôle de parlementaire avec une autre activité professionnelle? Dans ce domaine, le gouvernement et le président de la République souhaitaient des interdictions draconiennes pour éviter tout conflit d'intérêts. L'Assemblée se contentera d'une interdiction de débuter tout nouveau métier pendant la durée du mandat. Disposition très chahutée. Quand toute sa vie on a exercé des fonctions politiques et que tout d'un coup, après avoir exercé des fonctions gouvernementales, on se retrouve à monter une activité de conseil alors qu'on n'en a jamais mené jusqu'alors, vous allez m'expliquer, alors que vous êtes parlementaire, quelle est tout d'un coup la vertu extraordinaire qui vous permet, ou cette espèce de transcendance qui vous permet tout d'un coup d'exercer des activités de conseil qui sont financées par de grands groupes avec lesquels vous avez eu des relations. Partir d'une manière générale et faire un procès d'intention aux professionnels du droit, je ne vois pas au nom de quoi on peut se permettre cela alors que toutes les professions peuvent être concernées d'une manière ou d'une autre. Cet après-midi, le tempo des débats devrait s'accélérer. Il sera question de la mise en place de la haute autorité chargée de contrôler les déclarations des élus. Alors les députés ont achevé l'examen du texte mercredi soir. Il y a très clairement des avancées, consultation des patrimoines, publication des déclarations d'intérêt, interdiction d'exercer des activités de conseil, protection des lanceurs d'alerte. Donc on peut dire quand même qu'il y a des avancées, il ne faut pas tout jeter. Mais il y a aussi beaucoup d'amendements recalés. Est-ce que ça va arriver au Sénat très bientôt? Est-ce que le groupe socialiste au Sénat a l'intention d'aller plus loin que ne l'ont fait les députés ou pas? Objectivement, on n'en a pas encore débattu entre nous, en tout cas au groupe socialiste. Le sujet va arriver, mais vous savez, on débat de beaucoup de sujets en ce moment au Parlement, mais il va arriver en son temps. Moi, je vois que sur les sujets comme la transparence, de toutes les manières, dans une démocratie comme la nôtre, on n'en fera jamais assez. Donc, quel que soit ce que l'on va voter, on aura toujours une majorité. Prenons des exemples concrets. La publication des patrimoines telle qu'elle a été demandée, Moi, je suis satisfait. Non, j'étais sur la position de Claude Barthelone. Moi, je suis satisfait que la déclaration de patrimoine soit. Oui, parce qu'il y avait un côté voyeuriste qui ne me plaisait pas. Paradis, il avait dit à l'époque. Et il a raison. Moi, ça fait partie. Il faut faire attention à ne pas abîmer nos institutions. Les femmes et les hommes qui s'engagent en politique, nous nous engageons en politique parce que nous croyons pouvoir être utiles à l'intérêt général, à nos collectivités, au Parlement, pour notre pays. On n'a rien volé, on a gagné une élection. On est sur un mandat déterminé. Vous pouvez imaginer qu'il y avait ce besoin de transparence et que ça fait un peu petit arrangement entre amis. Mais vous savez que depuis 2008, moi par exemple, j'ai déjà déclaré 4 fois, quand j'ai été élu conseiller général la première fois, au renouvellement en 2011, quand j'ai été élu maire sénateur au 1er octobre 2011, et quand j'ai été élu maire en mars 2012. En 4 fois en 4 ans, j'ai déclaré tout mon patrimoine. Ça existe. Aujourd'hui, par rapport à l'affaire Cahuzac, ça a été un tel séisme qu'il a fallu apporter une réponse urgente. Et c'est la réponse. Pour prendre un autre exemple, parce qu'il faut être très concret sur ce genre d'affaires, les écologistes avaient proposé un amendement demandant de justifier ces indemnités de frais de mandat. Ça a été recalé, retoqué. A priori, ça paraît pas là, il n'y a stupide. Aucune raison de recaler ce type d'amendement. Moi, je suis pour. Alors là, pour le coup, c'est ce genre de sujets qui sont pour moi des non-sujets qui devraient être de fait
qui laisse croire auprès de nos concitoyens qu'il y a un problème. Mais évidemment qu'il faut justifier nos dépenses dans le cadre de nos frais de mandat. C'est ce que vous pensez, mais les députés n'ont pas voulu de cet amendement. Au moment du Sénat, on pourrait à notre tour injecter un amendement, ça fera partie des discussions. Je crois que sur, encore une fois, ce qui relève du non-sujet par rapport à ce qui doit être notre idée de la tonicité de notre démocratie, il faut évacuer cela et pas s'embourber et s'invectiver les uns les autres sur une forme de concours Lépine, en fait, du qui mieux mieux. Parce que sur ce qui mieux mieux là, on ne s'arrêtera jamais. Ce fameux concours Lépine, je vois à peu près à quoi vous pensez, puisque le Nouvel Observateur, cette semaine, a demandé aux députés séparément, il faut le dire, ce qu'ils suggéraient à titre individuel pour améliorer encore le texte sur la transparence. 10 d'entre eux ont répondu, dont l'UMP, Laurent Wauquiez, lui, il aimerait qu'on aligne le régime des retraites des députés sur le régime de tous les Français. Écoutez-le aux 4 colonnes. C'est juste avoir le même régime que tout le monde. Voilà. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de doute. On est suffisamment dans une crise de confiance entre les Français et la politique pour essayer d'améliorer notre fonctionnement. Alors on sait que Claude Barthelone, par exemple, a très mal pris cette espèce de concours Lépine dont vous parlez. Les retraites, prenons les retraites. On va demander aux Français plus d'efforts. Est-ce que cette suggestion de Laurent Wauquiez ne tombe pas sous le sens, aligner le régime des députés sur le régime de tous les Français? Je ne sais pas. Il faut regarder ce que fait un député quand il est battu. Quelle est sa réalité? Quelles sont aujourd'hui... Parce que le débat tel qu'il est posé depuis maintenant longtemps, c'est toujours supprimé, enlevé, équilibré. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Mais je n'entends jamais comment ça s'appelle la rigueur. Mais je n'entends jamais comment on renforce le pouvoir du Parlement. Je n'entends jamais comment finalement un député avec ses 3 collaborateurs dans un bureau ou un sénateur de 10 mètres carrés, ce qui est mon cas, parce que je voudrais quand même que les gens sachent que quand on parle du grand pouvoir du législateur, c'est la réalité d'un bureau de 11 mètres carrés où nous sommes 4 dedans. Rien n'est fait, rien n'est organisé aujourd'hui, même matériellement ou physiquement, pour donner un pouvoir de contrôle. Et quand j'entends Laurent Wauquiez, qui finalement, le pauvre ne sait plus quoi faire pour se faire remarquer, puisqu'il a bien compris qu'il n'y aura pas de primaire interne à l'UMP. Bon, il s'est démarqué au moment du mariage pour tous, bien lui plaise. Il se démarque maintenant à nouveau sur le concours Lépine, bien lui plaise. Je crois que Christian Jacob ne le suit pas beaucoup. Il a l'air assez isolé finalement, Laurent Wauquiez. C'est une réponse très politique que vous faites. Les gens ont envie d'entendre clairement, concrètement, sur les retraites. Moi, j'ai pas de tabou. Vous n'avez pas l'air d'accord pour aligner le régime des députés. J'ai pas dit ça, j'ai dit que le débat n'est pas posé. Vous dites qu'il faut voir. Il faut voir. Pourquoi? Moi, je suis contre aucun débat. Moi, je suis un législateur. Je suis pour qu'on pose tout sur la table et qu'on en parle sereinement, pas dans ce type de contexte, pas au moment où on est en train de voter une loi dans un contexte qui est celui de Cahuzac sur la transparence qui était attendue, de faire de la surenchère. Ce n'est pas sain parce que ça ne fait que favoriser les populismes. On parlait du Front National tout à l'heure. Il faut qu'à un moment donné, les parlementaires aient conscience d'abord qu'ils sont l'État, qu'ils ont un rôle à jouer, et qu'ils conscientisent leur rôle institutionnel plutôt que d'essayer de trouver par je ne sais quelle opération de communication à avoir une expression singulière. Opération de communication ou un vrai problème de génération? On sent que Claude Barthelone, Jean-François Copé, eux, étaient contre cette initiative, mais on voit que Barbara Pompili, Laurent Wauquiez, eux, sont plutôt pour. Donc c'est la jeune génération. Vous voyez là un conflit ou pas? Moi, j'ai une nature, je vous l'ai dit, à rassembler, donc je ne vais pas commencer à opposer les anciens aux plus jeunes. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire, jeune génération, ancienne génération. Enrichissons-nous de nos différences et de nos expériences. Moi, je dis simplement attention à mes collègues néo-parlementaires qui ont été élus par des accords politiques. Je pense notamment à mes amis d'Europe Écologie Les Verts, à d'autres collègues parlementaires socialistes qui ont été élus parce que imposés dans des circonscriptions sans pas préalablement avoir eu de territoire. De faire attention à ne pas eux-mêmes créer les conditions d'une casse de nos institutions. Il faut qu'en toute chose se garder, agir avec sérénité, poser tous les sujets sans tabou sur la table. Donc c'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est avancer sereinement. Oh, l'erreur, c'est d'avoir répondu à ces questions-là au moment où ils étaient eux-mêmes en train de voter la loi. Mauvais timing. Donc oui, mauvais timing, parce que... ça veut dire que la loi n'est pas bonne, n'est pas suffisante. Moi, je me mets à la place de mon ami Olivier Faure, qui, dans un premier temps, les gens ont pensé qu'il avait signé une tribune avec Laurent Wauquiez, personne n'y croyait. Tout ça prête à de la confusion, c'est pas bien. Des réponses individuelles. Voilà, tout à fait. On va passer à un autre sujet. Je voudrais savoir si les Français sont réactionnaires. Vous avez peut-être entendu ce mot cette semaine. C'est en tout cas, on parle de matière culturelle. Ce mot est venu de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. Ça vient après des accords sur le libre-échange entre l'Europe
et les États-Unis. Eh bien, ce mot a semé la zizanie, ça on l'imagine bien. Des explications de Nathalie Guiouard. La France est-elle réactionnaire? La question fait débat et le ton monte entre l'Europe et la France. Aujourd'hui, Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques, était au Sénat, entendu par la Commission des finances. Il a tenu à préciser les propos du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et laisse planer un doute sur la suite des négociations. La phrase a été sortie du contexte. Comme je l'ai dit, la Commission européenne va travailler dans le cadre défini la semaine dernière au Conseil des affaires étrangères. Les discussions sur la diversité culturelle et l'audiovisuel sont légitimes. Même si François Hollande s'est expliqué au G8 avec José Manuel Barroso, la critique passe mal. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Ayrault qui a vivement défendu l'exception culturelle française. Il ne s'agit pas d'avoir peur. L'exception culturelle, c'est-à-dire d'affirmer que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Ça n'a rien de réactionnaire. Au contraire, c'est le progrès, c'est l'ouverture aux cultures du monde, c'est la défense de la diversité culturelle. Ça s'impose à tous, aux membres de la Commission, comme au président de la Commission européenne lui-même. Un discours visiblement pas entendu par Bruxelles, car la Commission européenne affirme aujourd'hui que l'accord conclu entre les États membres de l'Union européenne pour exclure l'audiovisuel du champ des négociations commerciales avec les États-Unis n'est toujours pas définitif. Vous êtes choqué par ce mot réactionnaire ou pas? Oh, moi je pense que Barroso a fait une faute. On a beau nous expliquer, tout ça est sorti de son contexte. Il me donne le sentiment de gérer sa sortie. Alors on ne sait pas si ça sera à l'ONU ou à l'OTAN, donc à quel clin d'œil il fait aux États-Unis ou pas. Il faudrait qu'il s'occupe un peu de notre Europe. Et l'exception culturelle, c'est quelque chose de très important. Et on disait c'est pas un combat d'arrière-garde. Non, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il faut être concret. Moi, si j'avais pas l'exception culturelle dans ma ville, j'aurais pas pu accompagner le théâtre studio. Ça ne parlera pas ici, mais ça m'a permis de faire ce que je n'aurais pas pu faire autrement qu'avec l'exception culturelle. Et ça, c'est la richesse. Tout a été dit par le Premier ministre. Hein. Donc, il faut préserver ça. Je vois pas comment la culture, et la ministre de la Culture hier l'a dit dans l'hémicycle, hein, interrogée par l'opposition au Sénat, on peut pas brader la culture dans le libre-échange. Cette exception culturelle, elle est là. Elle est préservée comme un talisman. Ça a été redit par Nicole Bricq la semaine dernière. Luc Carvounas, pour être très concret également sur ce point, vous n'avez pas peur que stratégiquement, ça soit aussi une erreur de la France? Parce qu'une fois qu'on a dit exception culturelle, eh bien, on ne peut plus rien négocier d'autre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sur les accords sur l'agriculture, sur les accords environnementaux, sociétaux, on ne pourra plus rien dire. Moi, je fais confiance à ceux qui vont négocier pour notre pays en lieu et place. Il faut préserver ce qu'est l'exception culturelle, c'est infiniment important. Pourquoi l'exception serait spécifiquement française? On ouvre une brèche pour d'autres exceptions éventuellement. Pourquoi pas l'environnement, les OGM, etc. Les Américains peuvent aussi brandir des exceptions. Parce que c'est notre histoire, nous sommes un vieux pays qui est regardé dans le monde entier et que cet étendard-là, nous devons le préserver. Et moi, je serai de ceux avec détermination qui feront en sorte de le préserver. Après, vous avez raison de dire que ça peut être dans le pot commun une contre-valeur ajoutée à d'éventuelles négociations. Autour du bœuf aux hormones, des OGM, vous etc. avez raison de le dire. Ne pas le dire serait faire de la langue de bois. Maintenant, il faut aussi prêter à ceux qui vont négocier le talent de la négociation pour que nous nous y retrouvions complètement. On va passer au mercredi. Après la transparence, le cumul des mandats, encore un sujet qui fâche. La commission des lois attaque l'examen ce mercredi d'un texte phare du programme Hollande, la fin du cumul des mandats. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, est venu présenter le projet devant les députés. Interdiction de cumuler un mandat parlementaire avec un mandat d'exécutif local, une mesure qui s'appliquerait en 2017, donc après les prochaines élections municipales, mais avec des obligations dès la campagne municipale. Écoutez le ministre. Les parlementaires qui seront candidats aux élections municipales prochaines, il y en aura, normal, seront alors tenus de dire, dans un débat politique local, s'ils comptent aller au terme de leur éventuel nouveau mandat de maire et donc abandonner leur mandat parlementaire en 2017, ou si, non, s'ils comptent proposer une succession en cours de mandat. Et à qui ?
Bon, votre ami Manuel Valls vous pose la question quasi directement. Vous, maire d'Alfortville, sénateur, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir quand vous allez vous présenter devant les habitants d'Alfortville? Vous allez leur dire quoi? Quand je vous dis que j'ai pas la langue de bois, même si vous nous avez passé Manuel Valls à la commission des lois et dans ce qu'il dit, je ne crois pas que le débat municipal va se poser comme ça. En tous les cas, dans ma ville, il ne se pose pas comme ça. Le débat municipal, c'est... le ministre de l'Intérieur. Il dit que les parlementaires auront à dire s'ils restent maire ou pas. Moi, en tous les cas, comme sénateur et maire, je vais emmener une équipe sur un projet. Et le débat pour moi de 2014, c'est d'avoir la confiance des Alfortvillaises et des Alfortvillais pour que le projet que je leur propose soit mis en œuvre. On n'a pas la réponse, ça veut dire quoi? On n'a pas la réponse. Mais parce que mon capitaine, pardon de l'expression, je me bats, et là aussi je n'enfonce pas une porte ouverte, parce que chacun sait ma position par rapport au Sénat, à la Chambre des collectivités, pour que le Sénat puisse conserver un mandat exécutif local et le mandat de sénateur. Parce qu'on dit beaucoup, je vais faire deux remarques. On va voter une loi, on va la voter. Et moi d'ailleurs, je fais partie des 37% des militants socialistes en 2010 qui avaient voté le texte d'Arnaud Montebourg. Sauf qu'on a tous oublié ce qu'on a voté. On a voté un statut de l'élu et non-cumul des mandats. On a tous oublié les conclusions de la commission Jospin. 15 pages sur le non-cumul qui conclut par un paragraphe qui dit « Rien ne pourra se faire sans voter avant tout et urgemment un statut de l'élu ». Il n'y a pas de statut de l'élu. On va simplifier les choses là. C'est très simple. Maire ou sénateur? Maire. Je concours pour être maire en 2014, donc j'espère que j'aurai la confiance. Donc vous vous engagez à quitter votre mandat de sénateur et à mener jusqu'au bout votre mandat de maire? Je mènerai jusqu'au bout mon mandat de sénateur. Il faut du temps pour avoir la réponse. Donc Manuel Valls peut avoir du travail. Mais parce que la question ne se pose pas comme ça. Et que de toutes les manières... À un moment donné, la loi s'appliquera en 2017 et vous aurez forcément un choix à faire. Il ne vous aura pas échappé que la loi est en discussion à l'Assemblée, qu'elle va arriver en discussion en septembre au Sénat. Alors, donc ça passe ou pas au Sénat? Je ne sais pas ce qu'il y aura dans cette loi. Je ne sais pas de quelle manière elle sera ou pas amendée. Donc vous comptez au Sénat appuyer un petit peu plus? Je suis sur la ligne du président du groupe, François Rebsamen. Je ne m'en cache pas, je l'ai toujours dit. Et je pense que cette ligne est même plutôt assez majoritaire dans le groupe socialiste. Voilà, ce n'est pas insultant. Et s'il le faut, cette loi ne passera pas au Sénat? Ce n'est pas insultant d'avoir une vision institutionnelle différente. Ce n'est pas insultant, nous sommes dans notre rôle. Et la seule chose que je veux dire, puisque le seul étendard qu'on met par rapport au non-cumul des mandats, c'est le renouvellement de la classe politique. Moi, je vais vous dire, j'ai 42 ans, je suis le plus jeune maire de mon département et un des plus jeunes sénateurs du Sénat. Ma chance peut-être, c'est d'avoir rencontré un homme politique, René Rouquet, qui a fait organiser le passage de témoins. La vraie modernité politique aurait été de faire la limitation du cumul des mandats dans le temps. Et non pas ce mandat... Si on comprend bien ce que vous nous dites là, vous êtes contre l'interdiction du cumul des mandats. Vous êtes un proche de Manuel Valls, c'est lui qui met ça en place, mais vous êtes contre. Moi, je suis pour le mandat exécutif local et un mandat de parlementaire limité. Vous ne répondez pas par oui ou par non. Mais je vous dis, il connaît très bien ma position. Je suis pour un mandat exécutif local et un mandat national limité à 2 mandats dans le temps, limité dans le temps, avec l'interdiction de cumuler les indemnités de fonction. Voilà quelle a été ma position, voilà ce que je défendrai au sein de l'hémicycle au Sénat, mais en même temps, ça ne va pas être simple finalement ce texte. Mais en tous les cas, moi je suis aussi quelqu'un de très légitimiste et je ferai ce que le groupe socialiste au Sénat décidera de faire. Mais on aura les débats au mois de septembre. Oui, ça on sent que les débats vont être animés et longs. On va passer au jeudi, c'est l'heure de la grande conférence sociale. C'est désormais une tradition, c'est une grande messe du dialogue social qui a lieu ce jeudi, ouverte par le président François Hollande. Elle rassemble l'ensemble des partenaires sociaux. L'an dernier, le climat était plutôt serein. Pour la 2e édition, les positions, vous allez le voir, ont un petit peu évolué. Rim Benhamer. Grande priorité pour cette 2e conférence sociale, l'emploi. François Hollande, qui donne le coup d'envoi du grand rendez-vous, y consacre donc une bonne partie de son discours. Plus de 10% de la population active sont aujourd'hui privés d'emploi. 3 millions de demandeurs. 5 millions si nous prenons toutes les catégories. C'est un gâchis pour l'économie. Parmi les annonces à retenir, 100 000 contrats d'avenir à la fin de l'année. Le développement de l'alternance et un plan d'action sur les quelques 200 000 emplois non pourvus.
Mais cette conférence, c'est aussi le lancement d'une réforme explosive, celle des retraites. Première option, augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Ça a été fait, c'était le principe de la réforme de 2010. J'ai considéré que ça revenait à pénaliser ceux qui ont commencé tôt à travailler. L'autre option, c'est de prolonger la durée de cotisation. C'est la mesure la plus juste, à condition de l'appliquer à tous. À la sortie du discours présidentiel, les syndicats sont sur leur faim. Rien de bien nouveau dans le discours du président de la République. Il a confirmé que selon lui, sur le dossier retraite, l'une des pistes, ce sera d'augmenter la durée de cotisation. Je le dis, pour Force ouvrière, c'est non. Il ne nous a pas rassurés sur la préoccupation première des Français qui est le salaire, puisqu'il n'a même pas évoqué la question de la rémunération des salariés dans ce pays. Il n'a pas évoqué la question du montant des pensions pour les retraités, qui est une question également importante. Place ensuite aux 6 tables rondes suivant la même méthode que la première conférence, l'occasion pour les partenaires sociaux de défendre leurs arguments. J'ai répété très précisément qu'il s'agissait d'un enjeu majeur, qu'il fallait cesser le mensonge qui a été dit aux Français depuis plusieurs décennies et qui laisse entendre que sans mouvement significatif sur l'âge légal, on pourra maintenir notre niveau de pension, on pourra maintenir notre niveau de compétitivité. C'est faux. La nouvelle feuille de route sociale sera publiée dès la fin de la conférence. Il s'agit d'aller vite pour le gouvernement, avec une négociation cet été entre partenaires sociaux et dès la rentrée, 2 lois, une sur les retraites et une sur la formation professionnelle. Alors, dans vos prérogatives, vous avez aussi la gestion et le lien avec les syndicats. Vous avez été consulté pour cette grande messe sociale ou pas au Parti socialiste? Alors, Harlem Désir a mis en œuvre des rencontres avec les syndicats. Donc, nous sommes en train de rencontrer les partenaires sociaux, mais là, c'est dans le rapport entre le Parti socialiste et les syndicats. Ce n'est pas là pour venir parasiter ce qui a été mis en œuvre hier et aujourd'hui. Et nous allons essayer d'accompagner évidemment le processus. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe depuis 2 jours. Ce qui est important, c'est encore une fois le discours de la méthode, où on est face à un exécutif, un président, un gouvernement qui, dès leur élection, ont cherché à renouer finalement le fil du dialogue, quand on sait ce que le précédent gouvernement disait des corps constitués. Et cette méthode, elle fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Parce que l'an dernier, les syndicats ont réussi à voter l'ANI. Oui, il y a eu des désaccords sur l'ANI, vous êtes d'accord? Oui, mais on a réussi à trouver une position majoritaire dans les syndicats, même si ceux qui étaient mis en minorité criaient un peu plus fort que les autres. On a quand même réussi à avoir des avancées. Donc c'est bien cette méthode-là. Il y a eu cet accord sur l'emploi, on est d'accord avec ça. Simplement, ce que je veux vous expliquer, c'est que les syndicats disent François Hollande nous fait un discours, très bien, sauf que derrière, il va discuter avec le patronat, et c'est le patronat qui a raison. Donc vous voyez bien qu'avec les syndicats, ça ne passe pas. Mais non, les syndicats sont dans leur rôle quand ils disent ça. Un patron de syndicat, s'il ne disait pas ça, il ne serait pas à sa place. Donc moi, ça ne me choque pas. Maintenant, le président de la République a ouvert cette conférence sociale, a dit des choses. Donc il faut regarder maintenant comment, au sortir des tables rondes, la conclusion de cet après-midi, mais c'est la conclusion de 2 jours. Il n'a consulté personne sur l'allongement de la durée de cotisation, on est d'accord, il a annoncé d'entrée. Ça, c'était quelque chose de déjà acté de toute façon. Le président de la République donne des pistes et des inflexions importantes. Il est lui aussi dans son rôle. À un moment donné, le sujet, c'est bien de sauver notre régime de retraite. D'accord, mais il n'y a pas de concertation sur les retraites, c'est une décision. Écoutez, je pense qu'elle n'étonne personne. D'ailleurs, si elle étonnait quelques-uns, il n'y aurait pas déjà d'organiser avant la mi-septembre des manifestations par au moins un syndicat. Donc qu'on ne nous dise pas qu'on découvre la ligne du président. Mais encore une fois, on va avoir pendant les 2 mois de l'été des discussions. Des choses vont se dire, on va voter des lois. Vous qui connaissez bien les syndicats, ils ont lu le rapport Moreau, ils ont lu les pistes. Est-ce que vous sentez des domaines dans lesquels ils ne céderont pas? Je pense par exemple au mode de calcul de retraite des fonctionnaires. Oui, mais là aussi, je crois que depuis 2 jours, des choses ont été dites par rapport, ou en tous les cas, des pistes évoquées sur le fait de continuer à distinguer public et privé sur le mode de calcul. Et le rapport Moreau, ce n'est pas la loi.
Là aussi, l'adaptation va encore être un beaucoup rapport, plus c'est souple. ça. Mais c'est important d'avoir des spécialistes qui produisent des rapports pour ce que l'on appelle chez nous les politiques l'aide à la décision. Sauf qu'aux yeux de nos concitoyens, il ne faut pas qu'ils pensent que quand un rapport est remis, il fait force de loi. Il est là pour éclairer des débats. Les syndicats, notamment dans le rapport Moreau sur le calcul des fonctionnaires, ils disaient de prendre sur les 10 ans plutôt que les 6 derniers. Sur les 6 derniers mois. Voilà, donc là aussi, je n'ai pas le sentiment qu'on va aller sur les attendus du rapport Moreau, en tous les cas que les inflexions ne vont pas vers ça. Donc on est dans un process qui, contrairement à ce que dit l'UMP, mon collègue Carucci, qui se raillait hier que nous discutons beaucoup pour pas grand-chose, nous avançons avec la sérénité, surtout le respect de tous. Et ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver sa place, y compris que dans le patronat, les uns et les autres puissent être coordonnés et être les bons représentants qu'on est, nous, l'exécutif, en face de nous, les représentants le plus complet de ceux qui sont censés représenter les employeurs et les employés. Parce que ça aussi, ça doit être un sujet en tête de tous. Alors Luc Carvounas, vous savez, on va changer de sujet bien sûr, vous savez qu'on va bientôt célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, eh bien, le Sénat a décidé d'ouvrir ses archives et vous pouvez également les consulter sur Internet. Et pour la première fois, une caméra a pu s'introduire dans les archives du Sénat. Regardez. C'est dans un an que les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale débuteront. Et on manquait d'archives sur le rôle du Sénat durant cette période. Dans cette perspective, le Sénat a mis plusieurs mois à numériser 40 000 pages inédites qu'elle conservait depuis l'époque de la Grande Guerre. Eh bien, vous vous trouvez ici dans un des locaux d'archives du Sénat où sont conservés tous les documents qui ont trait aussi bien aux missions du Sénat institutionnel qu'à son organisation administrative. Ce sont des noms aussi prestigieux dans l'histoire de France que ceux de Georges Clémenceau, Alexandre Millerand ou Paul Doumer qui apparaissent au fil des pages. Il y avait bien sûr certains qui étaient sénateurs et d'autres qui avaient des responsabilités gouvernementales mais qui ont été auditionnés par les commissions du Sénat. Quelle que soit leur renommée, ces différentes personnalités gouvernementales sont donc interrogées et contrôlées par des commissions parlementaires. Celles-ci vont devenir permanentes avec la guerre alors que jusqu'à présent elles étaient exceptionnelles. L'intérêt est très grand puisque c'est le moment où le Sénat va développer sa fonction de contrôle à l'égard de la politique menée par le gouvernement et il va vouloir le contrôler dans tous les aspects de la conduite du conflit, que ce soit stratégique, militaire ou pour les questions techniques et matérielles. Ce programme est beaucoup plus large puisqu'il s'inscrit dans la numérisation complète des archives de la Haute Chambre. Après la 5e et la 4e, c'est au tour des archives de la 3e République d'être numérisées. Et dans quelques jours, les débats en séance seront eux aussi mis en ligne. Voilà, bientôt vous pourrez voir aussi les images de ces séances de commission, et c'est la première fois au moment de cette guerre que les commissions ont eu cette importance. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, et pourtant c'est quelque chose de très très important. Alors franchement, je trouve ça extra. Alors c'est certainement l'historien de formation qui parle, mais je trouve ça extra, et en plus, ça nous rappelle notre histoire, et c'est très important. Et deux, ça aussi remet complètement dans le rôle de ce qu'est le Sénat en matière de contrôle. Et d'ailleurs, l'avenir du Parlement français, il va être dans ça, dans le contrôle du législateur. Et c'est pour ça qu'on a créé une nouvelle commission des lois présidée par David Assouline, qui est en charge du contrôle de l'application des lois. Est-ce qu'il faut ouvrir les archives pour les autres grands événements français? On pense à la guerre de 39-45, bien sûr. En tous les cas, là, on est dans ce qu'avait promis le président de la République en son temps, en 2011, pour les commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Je trouve ça vraiment, pour les plus jeunes générations, de pouvoir leur dire comment nos pères, nos arrière-grands-pères ont vécu tout cela et comment, à l'époque, les politiques de l'époque ont géré ce conflit. Ça fait plus que œuvre utile. Moi, je trouve cette opération... Un bon sujet pour le bac, puisqu'on est dans la semaine du bac, comprendre le présent par le passé. Voilà, exactement. On va se quitter sur ces mots, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne semaine à tous. Au revoir.